IDFM 98 de la bande d'FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un médecin anesthésiste ce soir qui depuis plus de 15 ans pratique l'hypnose médicale, d'abord au bloc opératoire puis dans un cadre plus formel en consultation dans des structures hospitalières ou des centres de santé. Formé à la Pitié-Salpêtrière, il s'est aussi intéressé dans ce cadre à la notion de présence thérapeutique dont l'attente est l'un des socles. Il s'agit du docteur Marc Galli, G-A-L-Y. Bonsoir, docteur Marc Galli. Bonsoir, madame. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle L'attente, aux éditions Satas. Vous aviez écrit d'autres livres avant? Oui, c'est mon troisième. Les autres parlaient de quoi? Alors, le premier, c'était 2015. Pourquoi l'hypnose du bloc opératoire à la vie quotidienne? Le deuxième, ça s'appelait Être là. C'était un bouquin collectif, un livre collectif, sur lequel j'avais réuni des médecins, des non-médecins. Il y avait des acteurs de cinéma, il y avait des réalisateurs de films, des essayistes, connus et moins connus, sur la notion de présence. Qu'est-ce que ça veut dire d'être là? Simplement. Et il y avait des méditants, des non-méditants. C'était une vision très large. C'était un petit livre qui a été publié en 2018 chez Flammarion. D'accord. Et là, j'ai continué un petit peu ma réflexion sur cette notion de présence. Et dans la notion de présence, j'ai développé cette notion d'attente. Il y a quelques années, vous étiez dans votre salon et vous attendiez un coup de téléphone important et cette attente a duré toute la journée. Vous avez tournoyé, ruminé, inventé toute une série d'hypothèses et de scénarios dans lesquels vous pivotiez. Vous étiez incapable de faire autre chose. Un lion en cage, dit le dicton populaire. Vous avez annulé un dîner entre amis car vous n'aviez toujours rien reçu. La soirée fut de piètre qualité. Seul dans votre salon, la nuit fut agitée et fractionnée. Vous n'avez pas reçu ce coup de fil et la notion d'attente est arrivée à ce moment-là. Je n'ai pas su attendre. Je n'ai pas su en faire un ami, quelque chose, un compagnon. Voilà, je tournais, j'attendais trop. Et pourquoi vous n'avez pas pris le téléphone et vous n'avez pas appelé la personne qui devait vous appeler? Je ne peux pas vous dire. J'ai peut-être pas le courage, ou peut-être pas l'envie, ou voilà. J'ai pas su. C'est des situations habituelles. On attend, on sait ce qu'on attend, on ne sait pas quand ça va arriver. Enfin, voilà. Donc une perte de temps. Voilà, vous parlez de François Roustan, on a fait une émission sur François Roustan, qui était philosophe, écrivain et hypnothérapeute, lui aussi. Il aborde cette problématique de l'attente en 2006 dans Savoir attendre pour que la vie change. Est-ce que la vie va changer si on sait attendre? Ah oui, tout à fait. Alors j'ai eu la chance de rencontrer François Roustan. Au sein du diplôme universitaire de la Pitié, ça a été lui qui l'a mis en place avec Jean-Marc Benayem qui a préfacé ce livre. J'ai eu la chance d'avoir d'une part son enseignement et d'autre part de l'avoir rencontré, d'avoir créé des relations amicales avec lui. En même temps, quand j'ai écrit ce livre, je n'ai pas relu Roustan. Je n'ai pas relu son livre parce que je ne voulais pas coller à ses écrits et je sais ce qu'il en est de ce livre. Mais je voulais prendre un petit peu de distance et éclairer à ma manière cette notion d'attente et en particulier lui donner un éclairage un peu plus médical, un peu plus centré sur la relation thérapeutique et sur cette notion, ce temps d'attente dans la médecine dont on en parlera sûrement tout à l'heure. Oui, le problème de l'attente est complexe et présente de nombreux aspects. C'est vrai qu'on attend beaucoup, surtout en médecine. On attend des rendez-vous, on attend dans les salles d'attente, on attend des résultats, on attend beaucoup dans le domaine médical. Il y a des salles d'attente. Oui. En fait, je suis parti bêtement de la définition de l'attente. Qu'est-ce que c'est que d'attendre? C'est un espace de temps
dans lequel il va se passer quelque chose, va surgir quelque chose ou quelqu'un, ou quelque chose va se poursuivre. Voilà, c'est à partir de là que j'ai construit ma perception. Et puis, moi, par mon métier de médecin anesthésiste, et puis par mon autre formation d'hypnothérapeute, la notion d'anxiété est très très importante. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être anxieux? On est anxieux parce que le contexte nous rend anxieux. Et dans ce domaine, dans cet espace d'anxiété, j'ai identifié l'attente. C'est-à-dire le fait de ne pas savoir attendre, comme la petite histoire que vous avez racontée au début, augmente ces facteurs d'anxiété. Et le fait de pouvoir rentrer dans l'attente, de la nommer, diminue l'anxiété des patients. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît central, tout à fait central. La nomination de l'attente, souvent j'ai des patients qui rentrent dans ce que j'appelle le parcours de soins du diagnostic à la guérison, et d'emblée je leur dis, vous allez rentrer dans un espace dans lequel vous allez mettre votre corps, qui est l'espace de l'attente, avec ses variations, ses contextes variés, ses attentes de rendez-vous, ses attentes de prise de sang, enfin, sans arrêt on attend. La porte du cabinet qui va s'ouvrir, le chariot du bloc opératoire qui va arriver, etc., etc., etc. Et le fait de pouvoir remettre son corps dans cet espace et de le nommer diminue l'anxiété. Oui, alors il y a des attentes qui sont voulues et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des attentes qui sont, comme vous le dites, on attend chez le médecin, ça c'est voulu, on s'y attend. Et il y en a d'autres où on attend sans savoir, comme la période dans laquelle on est en ce moment. Ça c'est encore autre chose. On est tous dans une période d'attente, on attend le déconfinement, on attend les vaccins, on attend ne sais pas quoi. Et en vérité, on est tous dans cette période d'attente en ce moment. On est dans cette période d'attente sans le savoir. Mais elle n'est pas nommée. Et je crois que c'est ça la grande problématique, c'est que les choses ne sont pas nommées. On donne des perspectives de vaccins, vous avez parlé des vaccins pour décembre, c'est-à-dire on dit voilà, vous attendez un vaccin, on va vous... Mais il est évident que ça ne sera pas pour décembre. Oui, puis on ne l'attend peut-être pas forcément non plus. Hein. Il y a des gens qui on l'attend sans l'attendre, on ne sait pas, c'est très vague, on n'a jamais vu ça, des techniques qu'on ne connaît pas, etc., etc. Et en particulier... On attend que ça cesse surtout. On attend que ça cesse, mais on n'a pas positionné réellement notre corps dans cette période d'attente qui va de toute façon s'ouvrir sur quelque chose, connu ou inconnu. Et c'est là tout l'intérêt de la période. Mais l'intérêt aussi, c'est de replacer son corps quelque part, de le nommer, de rentrer en contact avec ses perceptions en disant, voilà, je suis dans une période d'attente dont je connais peut-être la durée, ou plus ou moins, et on l'a vu au premier confinement, on était parti pour 15 jours, puis 15 jours, en fait ça a fait 2 mois. Cette période-là a été fixée à 15 jours, puis 1 mois, puis, bon, elle est un petit peu plus souple, mais pas nécessairement mieux vécue. Mais dans cette période-là, je crois que individuellement et collectivement, nommer et se replacer dans cette perception d'attente est extrêmement important parce que ça diminue l'anxiété, parce que l'on sait où on est. Et on revient au début de notre conversation sur cette notion de présence, c'est de savoir où l'on est, dans quel instant, dans quel espace notre corps se trouve. C'est très important. Oui, alors sommes-nous disposés à attendre? Avons-nous le choix d'attendre? Est-il nécessaire d'attendre? On n'a pas le choix. Et donc il est nécessaire d'attendre, on est d'accord. Oui, il y a le dicton qui dit avons-nous assez attendu, ou peut-être qu'on s'est trop précipité, ou on a fait les choses trop vite, ou c'est des choses qu'on se répète à longueur de journée. Et on le voit bien, par exemple, dans les mails
dans toute cette communication électronique, immédiatée, il n'y a plus d'attente. Il faut répondre tout de suite, il faut téléphoner tout de suite, voilà. Et si on n'a pas la réponse tout de suite, alors on gamberge. Et pourquoi, et machin, j'ai peut-être été impoli, et peut-être que j'ai mal répondu, et puis peut-être que je lui casse les pieds, et puis peut-être qu'il ne veut pas me voir. Non, il faut attendre que cette personne soit éventuellement disponible pour te répondre. Oui, vous dites que dans l'ancien temps, qui n'est pas si ancien que ça, bon, le courrier n'était pas électronique. Quand on envoyait du courrier, on avait un certain laps de temps avant de recevoir la réponse. Tout va très très vite maintenant. Bien sûr. Et surtout, avant d'avoir la réponse, on prenait du temps pour l'écrire. C'est-à-dire qu'il y avait le papier, le stylo, le timbre, et puis il y avait le déplacement jusqu'à la boîte aux lettres, et ça nous donnait une espèce d'espace de réflexion et un espace de distance, de possibilité. Alors que là, il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de distance, et sur la perte de temps, on passe beaucoup plus de temps sur sa boîte mail maintenant qu'à envoyer une lettre par la poste. Tout à fait. Et comme il n'y a plus de distance, les choses sont angoissantes. Si moi je viens vous parler, là on est un petit peu à distance, on est bien, on est à bonne distance l'un de l'autre. Si je me rapproche, je vais vous gêner. Si je suis trop près, je vais vous gêner. Vous allez pas être à l'aise dans votre corps, dans le dialogue qui s'est instauré. Et si je suis trop loin, ça va être la même chose. Et je pense que cette position du corps dans cet espace d'attente est très importante. Suis-je à la bonne distance des choses? Suis-je au bon endroit pour attendre? Je donne un exemple avec cette dame avec ses enfants qui sont dans l'immédiateté d'ouvrir des canettes de Coca-Cola. Il n'y a pas de distance. Ils ne savent pas attendre. Ils sont dans l'immédiateté. Alors peut-être qu'on ne leur a pas appris. Oui, il y a peut-être aussi une éducation, mais la société actuelle va très vite, demande de la rapidité, de l'immédiateté, une perte de distance, donc une perte de réflexion. Ça me paraît un peu néfaste. Vous dites que paradoxalement, l'attente n'est pas un temps de passivité, ce moment dans lequel en apparence il n'y a rien à faire, mais c'est plutôt actif. On est plutôt actif dans l'attente. Oui, quand on parle d'attente, on a l'impression qu'on est un adolescent sur un canapé en train de jouer avec sa Game Boy vautrée. Non, l'attente, c'est un moment dans lequel on a des éléments qui nous permettent, c'est la sortie de l'attente, de prendre une décision, de se positionner, de rencontrer quelqu'un. Donc cette attente peut être active. Et les neurosciences nous ont montré que notre cerveau était très actif dans des périodes d'attente. Quand on ne fait rien, on a un réseau neuronal qui continue à fonctionner, qui s'appelle le réseau par défaut, et qui est extrêmement actif, dans lequel il y a les pensées, il y a les sensations, il y a les perceptions, il y a plein de choses. Mais comme on a nommé cette période d'attente, ça nous permet d'être moins angoissés et surtout de pouvoir penser ou réfléchir de façon plus sereine. Alors c'est pas facile, hein, ça s'apprend l'attente. Ça s'apprend de savoir attendre. Mais pour reprendre la parole de François Roustan, c'est pour changer la vie. Moi je lui ai donné un petit éclairage un peu différent, mais c'est toujours la même idée. Vous donnez l'exemple de cette réunion avec les infirmières du service qui se plaignaient d'attendre trop souvent que le chirurgien arrive en salle d'opération. Ce temps d'attente du chirurgien, pourquoi elles trouvent que c'est trop long? Parce qu'elles sont agacées, parce qu'elles disent, nous on est là, on est en salle d'opération, on est en train de faire notre boulot, et puis lui, on ne sait pas ce qu'il fait. En général, le chirurgien, il fait. Faut pas croire qu'il soit en retard dans sa voiture, ou non. Il fait une visite, il relit un compte-rendu,
Enfin, il ne faut pas croire que c'est pas parce qu'il est en salle d'opération en retard qu'il fume une cigarette ou qu'il boit un café tranquillement. Mais j'ai observé que ces infirmières ne savent pas utiliser ce temps d'attente, qui peut être un temps de contact avec son patient, qui peut être un temps de recherche, de relaxation, d'hypnose, de discussion informelle, de plein de choses, de plein de choses. Or, elle avait déplacé ce temps qu'elle aurait pu être consacré au patient, elle l'avait déplacé dans un agacement, dans une revendication. Dans une impatience. Et dans une impatience. Or, elle aurait intégré en disant on attend, de toute façon c'est bien classique. Vous savez, les chirurgiens, il y a ceux qui sont toujours en avance et c'est en retard. Il y a ceux qui sont toujours en retard. Et puis il y a une faible qui sont pile à l'heure. Mais on ne les changera pas. Ils ont 40 ans, ils fonctionnent comme ça. Et puis c'est pas des attentes, c'est pas des heures et des heures, c'est un quart d'heure, 20 minutes, voilà. Donc c'est des situations extrêmement banales. Mais de ces situations extrêmement banales, positionnons-nous dans l'attente et utilisons cette attente pour faire surgir autre chose que de l'agacement, de l'impatience, de l'énervement. La définition de l'attente dans le Larousse, rester en un lieu jusqu'à ce que quelqu'un arrive, que quelque chose soit prêt ou se poursuive. Rester en un lieu, c'est-à-dire ne pas bouger. Hein. Oui, alors c'est ça tout le paradoxe. C'est-à-dire, c'est rester en un lieu, et en même temps, c'est un paradoxe, parce que c'est rester en un lieu pour que ça bouge. C'est attendre le chirurgien, rentrer en relation avec son patient pour occuper cet espace-temps, pour que ça bouge. C'est-à-dire que pour le chirurgien, pour que le chirurgien arrive et que l'opération se fasse. Oui, ou attendre son amoureux. Ou attendre son amoureux. Pour partir avec lui. Voilà. Alors il y a plein de situations comme ça, mais c'est sans arrêt. Ou attendre le bus pour monter dedans. Voilà. Alors je m'amuse quand vous êtes en train de téléphoner et que vous voulez votre banquier, faites le 1, faites le 2, faites le 3. Vous êtes troisième sur la liste d'attente. Vous allez attendre environ un quart d'heure. Enfin, quand on observe, on passe un temps dans l'attente qui est incroyablement important. Et c'est un mot qu'on utilise très souvent. Oui, et puis maintenant, on nous donne le temps d'attente aux stations de bus, au métro, partout. Voilà. On nous donne du temps partout. Enfin, c'est vrai. Et ça nous rassure de savoir qu'on n'a que 4 minutes ou 20 minutes à attendre. Oui, mais vous avez 4 minutes, vous dites, là, c'est bon, 4 minutes. Et puis au bout de 3-4 minutes, vous commencez à voir que ça va arriver. Et vous vous retournez sur la petite pendule et vous dites 8 minutes. Ça vous est déjà arrivé, oui. Ça veut dire qu'entre le moment où il vous a donné 4 minutes et le moment où vous regardez, il a pris 4 minutes, il y a eu un laitier, un cas, voilà, et il est en retard. Donc ce temps, cet espace-temps, il peut être défini, mais il peut ne pas être défini. Justement, l'attente est-elle déterminée? Est-ce que l'attente peut être déterminée? Ça, c'est très... Alors, elle peut être déterminée dans le temps. Alors, bon, allez, on prend la SNCF. Quand même, quand on dit qu'il arrive à 17h54, il arrive à 17h54. Oui, en général, ça va. Voilà, bon, allez, n'exagérons pas. Ça, c'est la détermination classique. Mais, comme on vient de le dire tout à l'heure, même si cette détermination du temps est définie, quelquefois elle peut bouger. Ça peut être plus long ou plus court. Quand vous téléphonez, vous êtes troisième et puis vous avez un quart d'heure d'attente, peut-être que ça peut arriver plus vite. Donc si vous avez su attendre, vous pouvez être récompensé si ça arrive plus vite. Oui, mais aussi on peut être pénalisé. Mais si vous ça met pouvez plus être de temps. pénalisé Ouais. aussi. Donc il y a cette indétermination. Et puis après, il y a la chose qui va arriver. Après, il va se passer quelque chose, quelquefois on sait, et quelquefois on ne sait pas. Et ça, c'est une discussion très très importante. Est-ce qu'on peut faire la différence entre attendre quelque chose et s'attendre à quelque chose? Ben voilà, ça c'est la discussion. On prend l'exemple de la mort. Tous les deux, on sait qu'on va mourir.
mais on n'attend pas la mort. On attend la mort quand elle est assez proche de nous. C'est une discussion qui avait eu lieu dans une émission philosophique sur France Culture il y a quelques années. C'est l'histoire aussi du condamné à mort de Victor Hugo. Et chez les patients, on le sent très bien quand on s'est un peu vu des patients graves près de nous, et les infirmières le savent très bien. Ils savent qu'ils vont mourir. Ils attendent la mort. Alors que tous les deux, on sait qu'on va mourir, mais c'est, on espère, lointain, indéterminé. Et pour reprendre une phrase de François Roustan, c'est pas d'actualité. Mais quand on est sur un lit d'hôpital, qu'on sait qu'on est en fin de vie, cette chose est d'actualité. Et en même temps, il reste une part d'indétermination. Parce qu'on n'en a pas fixé l'heure, on n'en a pas vraiment fixé la modalité, c'est un peu en dehors de nous. Je donne 2 exemples de patients de façon un petit peu inverse, qui attendaient le retour pour l'une, qui attendait le retour de son fils pour mourir. Et quand le fils est arrivé, dans la nuit, elle s'est éteinte. Donc elle a attendu que son fils revienne pour lui dire quelques mots, pour lui dire au revoir. Le fils est arrivé et elle a décidé par des procédures invisibles de mourir. Et une autre femme, ça a été un moment vraiment très intense, elle a convoqué d'abord mon chef de service de réanimation. Elle lui a dit: est-ce que vous me permettez de réunir ce soir, c'est une dame qui avait des problèmes respiratoires mais qui avait sa tête et qui ne pouvait pas s'en sortir. Elle a dit: monsieur, est-ce que vous permettez à l'ensemble de ma famille de venir me voir entre 21h et 22h ce soir? Le patron lui a dit: il n'y a aucun problème. Cette femme a réuni l'ensemble de sa famille autour d'elle. À un moment, elle leur a dit: maintenant vous pouvez partir. Et elle est morte dans la nuit. C'est des événements qui, dans votre vie de médecin, vous marquent à vie, vous interrogent, vous poursuivent. Je peux pas, il n'y a pas de mots pour montrer cette force d'une espèce d'attente et de décision aussi. Là, on est dans l'invisible, dans le chimique, dans ce qu'on veut. Vous parlez aussi d'un de vos amis qui vient de sortir de l'hôpital à la suite d'une infection à coronavirus. Ah oui. 15 jours d'une hospitalisation difficile nécessitant beaucoup d'oxygène, mais pas de respiration artificielle. Qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Alors lui, c'est très intéressant parce que c'est un médecin urgentiste qu'on connaît bien, qui pratique l'hypnose et qui l'enseigne. On le voit le vendredi qui précède on avait un cours à la Pitié, on était tous ensemble. Et c'était le vendredi, puis il y a eu le confinement le samedi ou le mardi d'après. Et le mercredi, il envoie un mail en disant: j'ai 39. Surveillez-vous, j'ai 39. On a passé toute la matinée ensemble, etc. Et puis il a 39, il reste chez lui, puis ça va pas. Bon, il va aux soins intensifs. Et bon, il s'en est sorti, tout va bien. Et je lui ai demandé comment il avait vécu ça. Et en fait, il a vécu ça en positionnant son corps dans l'attente de la guérison. Il a lâché prise. Il n'a pas lutté. Alors, je ne sais pas s'il a lâché prise, mais il a accompagné. Et surtout, il a accompagné les accès de fièvre. C'était au lieu de lutter, au lieu d'essayer de bouger, etc., il a complètement accompagné pour donner à son corps toute la force voulue. Il était dans une position d'accompagnement de l'accès de fièvre pour limiter les efforts le plus possible. Ça, c'était un premier point. Et le deuxièmement, c'était la position de son corps. C'est-à-dire qu'il installait son corps le mieux possible dans ce moment d'accès de fièvre pour pouvoir l'accompagner et lui demander le moindre effort possible
pour conduire ça tranquillement à la guérison. Mais il avait placé son corps. Il n'attendait pas les accès de fièvre. Enfin, il les attendait entre guillemets parce qu'il savait que de toute façon ils allaient arriver. Il ne savait pas quand, mais il savait qu'ils allaient arriver. Et quand ils arrivaient, il accompagnait ce moment. Il ne luttait pas. Il laissait faire. Alors vous parlez aussi de cette femme qui vient vous consulter et qui à la fin de la séance vous dit « Vous n'avez pas pris le chemin auquel je m'attendais ». C'est-à-dire que nous aussi on s'attend à quelque chose en allant voir un médecin ou n'importe qui ou n'importe quelle action. Et cette attente est là aussi. C'est ça. En fait, elle a un présupposé. Elle a une attente. Elle a eu une attente de quelque chose, ce qu'on peut appeler un présupposé. C'est-à-dire, avant de rentrer dans le cabinet médical, elle voulait prendre ce chemin-là. En fait, à la limite, elle n'avait pas besoin de venir. Si je pousse le bouchon Pourquoi? Un peu loin. C'est à double tranchant ce que je dis. Mais si elle vient voir un thérapeute ou un médecin... Et qu'elle connaît la solution. Et qu'elle connaît la solution, alors soit c'est pour lui donner un petit coup de pouce, pour simplement un petit coup de pouce, ou bien le thérapeute, le médecin lui propose autre chose, et à ce moment c'est la surprise. Alors est-ce qu'elle l'accepte ou pas? C'est ce qui s'est passé pour elle. Voilà. Mais elle a bien fait de venir quand même. Sûrement. Je vais la défendre. Mais ça, c'est cette notion de présence. C'est-à-dire que la présence, c'est quelque chose dans lequel il n'y a pas de présupposé. On est simplement là, présent dans l'espace. Vous dites l'attention que nous y portons, être attentif à nos perceptions dans cet espace-temps est une composante décisive qui nous autorise à vivre ce moment d'attente comme une expérience unique. Et l'attente est active, l'attente n'est pas passive. Vous parlez de ces sportifs qui attendent la balle, ça c'est important, on les voit bien. Il y a aussi une attente indéterminée, une attente vide. C'est quoi cette attente vide? Ça en fait, souvent on devrait être dans cette position. C'est-à-dire savoir attendre, être disponible à tout. À la rencontre, à un événement imprévu, à une surprise. C'est cette position dans laquelle, alors les méditants, ils connaissent bien ça. Cette espèce d'attente dans laquelle tout est possible. Alors on parle d'attente vide, c'est-à-dire l'attente de rien, mais non, c'est l'attente de toutes les possibilités. Et en thérapie, c'est là que c'est très important. C'est que les personnes se positionnant dans cet espace-temps dans lequel on ne sait pas ce qui va arriver, mais on s'ouvre à toutes les possibilités. Et éventuellement des possibilités qui n'étaient pas envisagées. C'est-à-dire, je viens pour maigrir, je viens pour arrêter de fumer, je viens parce que je suis stressé. Donc voilà mon objectif. Et en fin de compte, je m'aperçois que je déménage, je quitte mon mari, je fais un troisième enfant, etc. C'est-à-dire que cette mise à disposition de notre ensemble nous fait peut-être découvrir des choses qui n'étaient pas envisagées. Souvent, on le voit après une séance d'hypnose dans laquelle on travaille cette présence et cette attente, les gens prennent des chemins qui n'étaient pas envisagés. Et ça, c'est très très important. Ça veut dire qu'on est complètement ouvert à ce qui peut arriver, dans lequel on est disponible. C'est la disponibilité qui nous permet d'accepter ce qui n'était pas envisagé. Pour reprendre l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure, la dame, est-ce qu'elle a été disponible ou pas au chemin que je lui ai proposé, qui n'était pas le sien au départ? Elle pensait qu'il fallait faire ci, faire ça. Vous voyez, elle était en présupposé. Or, notre entretien a ouvert d'autres possibilités. Est-ce qu'elle va les prendre ou pas? Ça, c'est le deuxième sujet. C'est à elle de décider.
Il y a aussi l'attente invisible. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte qu'on attend quelque chose. Ah, ça, j'ai adoré. Ça, je ne vais pas raconter le livre, mais c'est cette femme qui vient pour changer de carte d'identité. C'est une patiente qui m'a raconté ça. Parce que je travaille beaucoup avec les patientes sur l'observation de la surprise, de choses qui n'étaient pas prévues dans leur vie quotidienne. Et très rapidement, cette dame me raconte qu'elle va pour changer sa carte d'identité. Et donc elle voit la préposée à la mairie, et elle lui fait ce commentaire en lui disant « Vous allez peut-être pas me reconnaître. » C'est tous les 20 ans la carte d'identité. Voilà, vous allez peut-être pas me reconnaître sur la photo que je vous amène. La préposée dit rien. Et à la fin de la manœuvre administrative, elle lui dit « Écoutez, madame, j'étais comme vous un petit peu forte et je me suis fait faire une opération pour maigrir, une sleeve, un anneau gastrique, et ma vie a changé. » Et la dame reprend sa carte d'identité, lui dit merci, s'en va. Extraordinaire situation qui n'a rien. On part du changement de carte d'identité à une sleeve. Et la patiente me raconte que quelques temps après, quelques mois après, elle a fait une démarche, elle s'est fait faire la sleeve, elle a perdu 20 kilos et elle est beaucoup mieux. En fait, il s'est passé quelque chose entre ces deux personnes extraordinaires. C'est-à-dire la préposée de la mairie perçoit qu'il se passe quelque chose chez cette dame parce qu'elle fait le commentaire de la photo. Se reconnaît dans cette femme aussi. Se reconnaît dans cette femme attend, sans le savoir. Sans le savoir, elle attend quelque chose, un déclic, un bascule, et c'est cette préposée de la mairie qui lui ouvre les portes. Ce que j'appelle l'attente invisible, c'est-à-dire qu'elle l'avait perçue en elle, mais la bascule n'avait pas eu lieu, la rencontre n'était pas présente, il y avait quelque chose qui manquait, et c'est cette rencontre absolument extraordinaire entre ces deux femmes qui se décliquent. Une se lâche, parce qu'elle perçoit quelque chose, et l'autre ouvre un chemin. Est-ce que l'attente est une posture solitaire? Est-ce qu'on attend tout seul? Je repense là à cette période que l'on vit tous dans le monde entier. On attend. Est-ce que c'est vraiment une posture Je pense qu'il y a une grande part de... Je perçois qu'il y a une grande part de solitude dans l'attente. Et en même temps, elle peut être collective. Si elle est vraiment bien définie. Vous me parlez de cette période, en fait, il y a eu deux périodes. Il y a le premier confinement et le deuxième confinement. Le premier confinement a été assez bien vécu globalement. Bon, il y a eu des gens qui... Bon, il y a eu des violences, il y a eu des problèmes d'appartement, trop de familles dans des lieux, mais... Bon, collectivement, quand on parle comme ça, ça a été assez bien accepté. Parce qu'il y a eu un événement collectif là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait une attente individuelle, personnelle, intime, et aussi une expérience collective avec sa famille. Il y a plein de parents qui ont redécouvert leurs enfants, qui se sont repositionnés dans la famille. Enfin, il y a eu des choses assez étonnantes. Il y a eu aussi des ruptures et des violences, mais il y a eu aussi d'autres choses. C'était individuel, mais aussi collectif. Le deuxième confinement est moins bien vécu parce que l'effet collectif est beaucoup moins fort. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas si on va être comme ça, un petit peu porte entrouverte entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui peuvent sortir, ceux qui ne peuvent pas sortir, les bistrots, enfin voilà. Donc l'individualisme prend le dessus et la part collective baisse. Donc il y a une part individuelle, c'est certain, parce qu'il y a une part d'intime, mais il y a aussi une part collective. Et puis c'est facile aussi de voir que si on est plusieurs à attendre, tout le monde n'a pas le même comportement. Ah ben ça c'est clair, je prends comme exemple du dîner de famille, il y a toujours celui qui est en retard.
Donc il y en a qui veulent l'attendre, ceux qui veulent commencer à boire l'apéro, il y en a, enfin tous les commentaires, mais individuellement, en fait, les gens sortent leur position, leur perception, leur émotion individuelle. Et là, c'est une attente collective, mais qui devient individuelle. Il y en a une qui veut s'en aller parce qu'à 3 heures, elle a un autre rendez-vous et qu'il faut qu'elle quitte leur repas. Et puis il y en a d'autres qui disent ben non, l'attends, j'ai prévu de passer la journée là, je suis pas pressé. Ben, chacun individuellement se repositionne dans cet espace-temps. L'attente, il faut bien penser, on l'a dit plusieurs fois, c'est un espace-temps dans lequel on se met. Si on n'est pas dedans, on vit mal. Faut se positionner dedans, il faut rentrer dedans. Moi je le dis souvent aux patients, je leur dis vous rentrez dans un espace de temps. Ça les soulage, parce qu'ils savent où ils sont. Vous avez des exercices que vous donnez à faire à vos patients pour leur montrer un peu ce que c'est que d'être dans son corps. On est d'accord? Docteur Marc Galli, est-ce que vous pourriez lire celui que vous donnez là, dans la même manière que vous le liriez à vos patients? Là où vous êtes, pouvez-vous porter attention à la position de votre corps? Pouvez-vous être attentif à une partie du corps, celle de votre choix, ou bien à l'ensemble? Comme cela vous convient. Percevez la stabilité de votre corps, percevez l'appui dans lequel vous vous trouvez. Vous avez confiance en lui et il vous accueille. Ne faites rien de particulier, ne cherchez rien, tout est là, dans ce contact avec lequel vous vous êtes installé le mieux possible. Vous pouvez vous enfoncer dans cet appui et laisser vos pensées s'enfoncer avec votre corps. Vous pouvez vous évader, vous absenter, ou écouter les bruits et le silence qui vous entourent, sans les chercher, sans les interpréter, comme une succession de sons, sans signification particulière. Vous êtes simplement là, sans rien faire de particulier. Laissez votre corps et vos pensées infuser dans le contact avec l'appui. Ça, c'est des exercices que vous donnez donc à vos patients. Il y avait cet homme qui venait vous voir parce qu'il avait deux problèmes, l'alcoolisme et le tabac. Et vous êtes resté près d'1 heure, simplement en silence, dans l'attente avec lui. Oui, parce que ce patient qui était relativement jeune, et j'en ai vu une encore ce matin, ont des longs parcours thérapeutiques. Ils ont été hospitalisés, ils ont vu des psychiatres, des psychologues, ils ont eu beaucoup de médicaments, voilà. Et en même temps, ils ont un corps extrêmement instable, dans l'immédiateté, dans l'addiction. Voilà, ils savent pas attendre. Il faut tout de suite qu'ils boivent, qu'ils fument, Et en fait, j'étais dépouillé. On est dépouillé quand les patients arrivent en disant j'ai vu des psychiatres, j'ai été hospitalisé, j'ai fait des cures, on m'a donné des médicaments. J'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Parce que la solution, elle vient du patient. C'est lui qui va trouver son chemin. Et donc là, il y a 2 approches. Là, premièrement, lui redonner la stabilité du corps, c'est-à-dire sentir que notre corps est en appui. Ça, on l'a appris de François Roustan, sentez le fauteuil, prenez votre place dans le fauteuil. C'est-à-dire, par extension, prenez votre place dans la vie, dans l'existence. Sentez votre corps. Et donc, sentez l'appui. Sentez l'appui du fauteuil. Et j'éclaire ça un petit peu différemment, c'est-à-dire le fauteuil est stable. Et c'est par le contact du fauteuil et de votre corps qui va donner une stabilité à votre corps. Donc sentir le contact du corps, les perceptions du corps, c'est très important sur quelque chose de stable. Et 90 fois sur 100, le fauteuil est toujours stable.
sauf chez l'antiquaire, mais en général, il y a écrit pas s'asseoir. Oui, d'accord. Mais en général, c'est stable. Après, c'est confortable ou pas confortable, mais c'est de toute façon stable. Donc ça, c'est très important de retrouver là, maintenant, dans l'espace, la stabilité du corps. Une assise. Une assise, l'assiette, disent les cavaliers, et donc une confiance. Parce que quand vous asseyez quelque part, vous asseyez facilement. Vous ne faites pas le tour du fauteuil en disant non, c'est un traquenard, je ne veux pas m'asseoir. Non, vous asseyez en confiance. Donc vous retrouvez stabilité et confiance du corps là où vous êtes. Et puis là, j'ai pas de solution pour lui. La solution, elle ne viendra que par ses perceptions, par cette perception de l'attente, de la solution qu'il va trouver dans l'attente, dans cet espace-temps dans lequel il va se passer quelque chose, ou pas, ou quelque chose va se poursuivre, selon la définition, c'est-à-dire qu'il va continuer à picoler et à boire. Donc, je suis démuni, je suis comme lui. Et Roustan, pour reprendre, il nous a très bien expliqué ça, le thérapeute peut être démuni. Il n'a pas de solution. Et cette solution viendra probablement d'une période d'attente dans laquelle le corps, la stabilité retrouvée, les perceptions ouvriront des chemins, ils ouvriront des solutions. Peut-être pas tout de suite, mais cet exercice peut l'ouvrir le lendemain, dans un mois, dans quelques jours. Mais il aura modifié ses perceptions. Et il le dit très bien, il dit j'ai pas envie. J'ai pas envie de fumer au bout d'un certain temps. Voilà, donc il fait une expérience. Il fait une expérience. Quand il dit ça, il fait l'expérience de ne pas avoir envie. Il pense à sa mère et à son père. Il pense à sa mère et à son père. Mais il fait une expérience. C'est-à-dire qu'il fait l'expérience de ne pas avoir envie, qui pour lui est nouveau. Et c'est cette période dans laquelle, a priori, il ne se passe rien. A priori. En fait, les solutions vont surgir. Ou pas. Vous dites que l'attente est une infusion. Oui, je pense que c'est une infusion. On infuse quoi? On infuse la solution. On infuse la solution et quand vous regardez la tasse de thé, on infuse, on laisse les problématiques se dissoudre. Françoise Roustan parlait souvent du pain de sucre qui fondait, du pain de glace qui fondait au soleil ou du sucre qui fondait dans le café. Et par réflexion, et dans cette réflexion sur l'espace-temps, je pense que l'infusion permet de diffuser ce qui nous gêne. De laisser dans le fauteuil, dans l'appui, dans l'espace-temps, ce qui nous gêne. Donc je pense que cette notion d'infusion est très importante. C'est-à-dire que c'est de l'actif l'infusion, c'est un peu lent. Pas toujours. Si l'eau chaude est très chaude, le thé diffuse très vite. Si c'est un peu plus froid, ça va être un peu différent. Mais cette notion de toujours placer son corps quelque part, dans un espace de temps, et puis il y a des moments où on a besoin d'infuser, c'est-à-dire qu'on a besoin de rester là pour que la solution arrive. Et c'est ce qui nous manque. On reprend le début de notre conversation, on est dans l'immédiateté, dans la rapidité, et quelquefois on pense qu'il faut faire, alors que ne rien faire, le non-vouloir, le non-agir, est extrêmement important. Extrêmement important. Et ça s'apprend. Donc dans cette période de Covid, on peut dire que le Covid, il est là pour nous faire infuser un peu aussi. Tout à fait. Mais je le dis, on le voit bien sur les plateaux de télé, mais même là avec le vaccin, il faut le trouver, il faut le faire, on n'a aucune étude, aucun recul, il faut faire, il faut y aller. Alors, il n'y a pas de précipitation, il ne faudrait pas se précipiter. Non, point où on en est, peut-être qu'il ne faut pas se précipiter. Et on l'a bien vu avec les protocoles, il fallait trouver des protocoles. Il y a eu toutes des discussions, des protocoles, tout ça a été fait dans une précipitation terrible, terrible. Et puis on est tous masqués, donc on voit tous qu'on est logés à la même enseigne. Il y a ce masque aussi qui fait que, on est tous peut-être en attente de tomber les masques aussi, parce que je veux dire, ce masque, je discutais tout à l'heure avec au bureau de tabac à côté,
Et je lui disais, mais demain, si le président demande à ce qu'on mette une plume dans le cul pour chasser le Covid, vous verrez tous les gens avec une plume dans le cul. Et ça l'a fait vraiment rigoler, quoi, parce que c'est vraiment l'image. On est tous masqués, on est tous à accepter ce qui se passe. On est en attente de liberté, là, en ce moment. On est en attente de retrouver notre liberté. Mais non ? Je pense que cette notion de... D'abord, c'est un peu différent. Je pense qu'on s'aperçoit que nos libertés étaient quand même extrêmement vastes. Oui, on était libre. Voilà. Ça, on perçoit qu'on a perdu quelque chose. Ça, c'est un premier point. Qu'on ne retrouvera pas. Ça sera modifié. Je pense que l'après sera modifié, mais je ne peux pas vous dire comment. Mais il y aura une modification de ces libertés. Ça ne veut pas dire qu'on sera plus ou moins libre, mais ça veut dire qu'on modifiera. C'est-à-dire, je pense que les pauvres bistrots et bars, je ne sais pas quand on aura envie d'y retourner. C'est pas sûr que ce soit immédiat. Ou les voyages et trucs. Les voyages, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être pas sûr tout ça. On verra. C'est peut-être pas certain. Non, mais c'est vraiment l'attente. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passera après. Il se passera quelque chose. Observons ce qui se passe maintenant pour peut-être voir ce qui se passera après, mais on ne sait pas vraiment. Ça, on sait qu'on n'est plus libre d'agir, d'aller et venir, qu'on n'est plus libre, on n'est pas... Ça, c'est marqué sur le front, sur la bouche et partout. L'attente. L'attente, donc c'est un petit livre qui est paru aux éditions Satas. Oui, c'est un éditeur belge qui travaille beaucoup sur l'hypnose, la méditation, la médecine chinoise, l'acupuncture. Voilà, c'est belge, c'est européen, c'est à petit prix, petit livre, petit prix, une belle préface et puis une bibliographie qui pourra ouvrir quelques portes à ceux que ça intéresse. Donc dans la préface du docteur Jean-Marc Benayem, il disait de vous que dans cet ouvrage, vous dévoilez ce qui n'est pas dit, mais ressenti dans la relation thérapeutique. Vous mettez en mots et en images le phénomène de l'attente. C'est vrai que vous vous êtes pas uniquement arrêté à l'attente thérapeutique, mais à cette attente qui est partout. Et je vous remercie, docteur Marc Galli. Un mot pour terminer l'émission. Vous allez partir sur quelle donnée maintenant ? C'est intéressant ce que vous dites parce que j'en parlais hier. En fait, il y a un triptyque dans cette histoire. Le premier, c'était être là, la présence. Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent ? Et au départ, on est parti d'une présence thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent thérapeutique ? Qu'est-ce que c'est que la présence thérapeutique ? Et en fait, j'ai élargi sur des réalisateurs de cinéma, Philippe Leguet, des acteurs, des philosophes, Romain Graziani, qui est sinologue, Fabrice Midal. Enfin voilà, j'ai ouvert, il y a même Delerme qui a écrit dans ce livre, être là. Donc c'était très large. Être présent. Donc on est parti de la présence thérapeutique et on a élargi le sujet. Et puis cette présence, c'est un espace-temps dans lequel il n'y a pas de préjugés, on en a parlé, donc ça m'a ouvert la discussion sur l'attente. Et puis bon, là j'ai décidé dans un premier temps de faire un petit essai tout seul. Et le troisième thème, le troisième triptyque, c'est que cette attente va ouvrir sur la décision. Qu'est-ce que ça veut dire décider ? Ou pas ? Ou pas, parce que là on se dit que le futur ne sera pas comme avant, mais c'est quand même nous qui allons le décider. Alors il y a plusieurs choses à... On peut dire non, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Voilà, alors c'est la décision prise pour autrui. Alors il y a plein de facettes de la médecine qui est comme ça. C'est-à-dire que c'est autrui qui prend la décision pour la personne, de façon éclairée ou non éclairée. C'est ce qui se passe dans ce Entre autres. Dans ce Covid, là. Et puis il y a de la décision que l'on prend nous de façon tout à fait éclairée. Et puis il y a des fois on ne peut pas décider. Et donc on délègue la décision. Est-ce qu'on a encore le droit de choisir ? Je sais pas. Je vous dirai ça quand on se reverra. C'est la fin de l'émission. On a le droit de se poser plein de questions en attendant, dans l'attente. Je vous remercie. Eh bien moi aussi, ça a été un grand plaisir. Marc Galli, merci beaucoup. Merci. Merci.